La tradition et la technique ne s'opposent pas, elles se nourrissent. En Égypte, chaque note amplifiée, chaque enregistrement nous dit quelque chose de la société contemporaine. Ces musiques sont à la fois mémoire et invention. Elles dessinent une modernité sonore qui bouscule les clichés et qui raconte une autre histoire du monde arabe. Au début de chaque journée de fouille, je pense à tout ce qu'on pourrait découvrir. Et puis finalement, je vais faire une toute autre découverte. Tous mes collègues m'ont dit que j'étais fou. Je développe mes idées en espérant que ça va marcher, évidemment, mais il y a toujours des périodes de doute. Les idées, elles n'arrivent pas quand on se concentre pour essayer de trouver des bonnes idées. Elles arrivent dans des moments de flottement, dans des moments de sommeil. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la 3e saison de notre podcast Dans les pas d'Archimède, le podcast d'Aix-Marseille Université qui vous emmène au plus près des chercheuses et des chercheurs, de leurs intuitions, de leurs engagements et de leurs découvertes. Dans cet épisode, nous partons en Égypte, des églises coptes au club électro du Caire, des chants soufis aux rituels de possession, la musique est partout, enracinée dans les traditions, mais aussi et surtout en constante transformation. Comment ces répertoires naissent-ils ? Comment se transmettent et se transforment-ils ? Quel rôle joue la technique dans la fabrique de ces musiques bien plus actuelles qu'on ne le pense ? Pour en parler, nous recevons Séverine Gabri-Tiampon, musicienne ethnomusicologue dont les travaux sur la modernité sonore en Égypte ont été couronnés en 2024 par la prestigieuse médaille de bronze du CNRS. Vous êtes prêts ? Installez-vous bien, la science commence ici. Je m'appelle Séverine Gabri-Tiampon, je suis chargée de recherche au CNRS, à l'Institut d'ethnologie et d'anthropologie sociale d'Aix-Marseille Université. C'est un laboratoire dont j'assure la direction adjointe également, et je suis spécialiste des pratiques musicales en Égypte. Alors je m'intéresse à la manière dont les musiques circulent, se transforment et surtout à la place de l'amplification sonore dans leur création et leur diffusion. L'Égypte, c'est un amour de jeunesse, une fascination qui remonte à mes cours d'histoire au collège. Je suis également musicienne, pianiste et organiste. Et après le bac, j'ai eu envie de réunir ces deux passions, donc la musique et l'Égypte, et je suis partie en fac de musicologie. Comme j'ai toujours nourri une très forte curiosité pour l'histoire des sociétés et que j'adore aller dans le détail, bien faire de la recherche était pour moi une évidence de longue date. Quand j'ai commencé, je tombais surtout sur des textes qui mentionnaient les pratiques musicales de l'Égypte antique et qui les mettaient parfois en lien avec certaines pratiques contemporaines. Dans les années 50, des savants orientalistes estimaient que la musique copte était l'héritière des musiques de l'Égypte antique. Et l'un d'eux disait même que pour entendre des réminiscences de musique pharaonique, il fallait aller dans les églises des coptes. Moi, à l'époque, je connaissais absolument rien aux coptes et ce postulat m'a intriguée et ça a été le grand point de départ. En 2007, je suis partie pour la première fois en Égypte et j'ai découvert le travail de terrain. C'était d'autant plus une aventure pour moi que je n'avais jamais vraiment bougé à l'étranger avant. Les premiers terrains, ce sont des mises à nu, des découvertes de soi aussi. On perd un peu ses repères. Par exemple, j'ai accepté de faire des choses que je n'aurais jamais faites en temps normal, comme de monter sur la moto d'un inconnu. Mais je crois que j'avais alors une forme de naïveté qui m'a servi parce qu'elle m'a permis de ne pas me censurer. Alors il y a eu des écueils aussi, par exemple j'ai essayé de travailler avec des moines. On parle quand même d'une religion orthodoxe et de moines qui sont des contemplatifs. Donc c'est pas un endroit où l'on s'impose, a fortiori lorsqu'on est une femme. Je me suis donc tournée vers des moniales, chez qui la retenue était également très forte, mais à force d'échanges, de temps passé avec elles, de partage, la confiance est installée. Et les relations se construisent, comme partout, sur le temps long. Je pense qu'il faut vraiment aimer les gens pour mener ce type de recherche. Quand je pose des questions, j'ai fondamentalement envie d'apprendre des choses sur eux. Il faut aussi de la ténacité. Si on nous dit non, c'est essentiel de comprendre ce non, de rester patient, de rester à l'écoute, de se remettre en question, mais aussi de s'accrocher. Et en Égypte, il faut parfois beaucoup d'autorisation, par exemple, pour se déplacer. Et bien parfois, être têtu, pugnace, ça permet aussi de trouver d'autres chemins. En menant mes premiers entretiens, j'ai très vite compris que, contrairement à ce que j'avais pu lire, les musiques coptes n'étaient pas juste des espèces de reliques de l'Égypte pharaonique. En fait, elles sont évidemment pratiquées par des personnes pleinement ancrées dans leur époque. La communauté copte revendique, elle aussi, cette continuité culturelle et historique avec l'Antiquité, mais dans les faits, elle vit sa musique au présent, à l'aune de la modernité technique. Les chants coptes sont soumis à des constructions historiques et à des constructions mémorielles. Leur transmission, leur enregistrement, leur transcription, tout ça participe à une institutionnalisation, à une sorte de patrimonialisation active. On enregistre, on crée des archives, institutionnelles ou 2.0, des archives en ligne, mais ces démarches légitiment cette idée de continuité culturelle. Et comme les coptes représentent 10% à peu près de la population dans ce pays, majoritairement musulman, revendiquer ce patrimoine culturel et son caractère ancestral, quelque part, c'est justifier la présence de la communauté. Ça nourrit l'éthos communautaire tout en générant une espèce de sentiment de protection.
Plus tard, pendant mon post-doctorat, au Caire, je me suis éloignée des musiques coptes pour m'intéresser à d'autres pratiques de piété. Les rituels soufis, les pèlerinages et aussi un rituel de possession qui s'appelle le zar. Mais là encore, j'ai entendu ce même discours. Ces pratiques viennent de l'Égypte antique. Que ce soit la procession de barques, par exemple, sur le Nil, lors d'un pèlerinage, ou la danse du bâton, qu'on appelle le tartib, il y a des filiations symboliques qui sont faites avec l'Antiquité, en s'appuyant, par exemple, sur des représentations pariétales. Donc j'ai compris que c'était pas tant la continuité historique qui comptait que le prestige, l'ancrage, la légitimité que cela confère. Et puis un jour, j'assistais à un concert d'une chanteuse pop égyptienne. Et soudain, dans son refrain, j'ai reconnu des tournures mélodiques caractéristiques du mawal, qui est en Égypte une sorte de chant libre improvisé. Et je me suis dit, tiens, mais même dans la musique commerciale, on puise dans les patrimoines populaires, alors peut-être aussi chrétiens, soufis. Enfin bref, j'ai réalisé que je ne m'étais pas suffisamment intéressée à toutes les sources d'inspiration que les artistes actuels trouvent ou mobilisent dans ces patrimoines musicaux égyptiens. Alors de fil en aiguille, j'en suis arrivée aux musiques électroniques. Alors là, on change de registre. Il ne s'agit plus de musique rituelle, qui ont une fonction religieuse, mais de musique esthétisante, revendicative, puisqu'elles véhiculent aussi une parole politique, ou tout simplement divertissante. Et donc ces musiques, elles aussi, elles vont chercher des références dans des répertoires, disons, fonctionnels. Finalement, ce qui relie toutes ces musiques, c'est l'électricité. On peut parler d'amplification sonore, c'est-à-dire du procédé de transformation du son en un signal électrique. Donc je m'intéresse aux musiques amplifiées. Quand on parle d'électro, ça paraît évident, mais ça l'est beaucoup moins dans une église copte. Pourtant, toute musique, toute déclamation, toute lecture y est sonorisée par l'usage de micros, d'enceintes, de tables de mixage, d'écrans. Dans les rituels soufis, eh bien c'est pareil. Dans les cérémonies de possession, quand elles sont transposées sur scène, c'est pareil également. Dans ces lieux, l'électricité change l'esthétique, elle transforme la manière dont la musique existe et circule. Certaines églises en Égypte ont maintenant leur propre studio d'enregistrement, avec des ingénieurs du son, pour être autonomes dans la production de cantiques, puis pour diffuser leurs chants sur YouTube ou Spotify, entre autres. Donc, composer, enregistrer, diffuser, tout ça constitue des formes d'écriture musicale contemporaine. La tradition et la technique ne s'opposent pas, elles se nourrissent profondément. En 2019, j'avais visité l'exposition sur la musique électronique à la Philharmonie de Paris et j'avais été très surprise de lire que la musique électronique était arrivée en Égypte dans les années 2000. Alors c'était franchement bizarre, mais surtout complètement fou. Dès les années 40, on a des compositions électroacoustiques au Caire qui ont été menées par un jeune Égyptien, Halim Addab, sur fil magnétique grâce au matériel radiophonique. Mais on continue de présenter la modernité sonore comme une affaire des pays du Nord que le reste du monde suivrait péniblement avec retard. Donc moi, mon objectif dans mon travail, c'est de casser ces clichés, de montrer que l'Égypte, et plus largement le monde arabe, participe pleinement à l'histoire mondiale de la modernité sonore. Ce que je vais écrire, c'est une anthropologie de la modernité sonore. C'est comprendre ce que les techniques d'amplification, d'enregistrement et de diffusion nous disent de la société égyptienne. Le caractère ancien, conservateur et donc supposé stable des musiques religieuses, par exemple, n'empêche pas les communautés religieuses d'être dans la modernité et de se saisir des opportunités que cela offre. Donc ces musiques, qu'elles soient coptes, soufis, populaires ou électro, sont finalement toutes des écritures du contemporain, des écritures à la fois inventives, vivantes et dynamiques. J'ai suivi un cursus de musicologie classique où il était peu question de musique autre qu'européenne. Maintenant, en tant qu'ethnomusicologue ou anthropologue de la musique, je souhaite que mon travail contribue à mieux connaître la diversité des musiques, peut-être aussi à casser certains stéréotypes, à ouvrir les oreilles, à mettre en lumière ces musiques dans toute leur complexité et leur manière de s'inscrire au monde. L'Égypte, c'est un pays qui s'inscrit sur le temps long, qui a fasciné des dizaines, pour ne pas dire des centaines de générations avant vous et moi, et qui continuera de le faire encore longtemps. Mais ce qu'il a de fascinant tient aussi à ce qui s'y passe actuellement, pas seulement dans une histoire vieille de milliers d'années. Aujourd'hui, j'ai donc envie de montrer que la modernité sonore n'est pas l'apanage du Nord. Cette modernité, elle est plurielle et elle est partagée. Elle se fabrique aussi et puissamment en Égypte. Vous venez d'écouter Dans les pas d'Archimède, la série de podcasts qui révèle les découvertes scientifiques des chercheuses et des chercheurs d'Aix-Marseille Université. S'il vous a plu, soutenez-nous en le partageant et en lui donnant le maximum d'étoiles sur votre application de podcast favorite. Je suis Charlotte Henry de Villeneuve. Cet épisode a été enregistré dans les locaux de l'École de journalisme et de communication d'Aix-Marseille, le GICAM, avec le soutien précieux d'Isaora Gouffier-Guillot. Il a été monté par la géniale Méry Royer. La musique, elle, a été composée par HDV, qui s'est également chargée du mix audio. Un grand merci à Séverine Gabri-Tiampon pour sa participation.